Bonjour, nous sommes le dimanche 28 décembre 2025, bientôt la fin de l'année 2025 pour aboutir à cette nouvelle année qu'on attend tant, 2026, avec voilà, une rentrée qui va se faire en janvier, avec bien sûr pas mal de changements, comme à l'accoutumée chaque année. Chaque nouvelle année en janvier, on a des changements. Tout comme on a la rentrée sociale qui est en septembre. Ici, on aura la rentrée de la nouvelle année en janvier. Voilà. Alors ici, je vais voir les unités du travail. Tout dépend le système d'unité. Voilà, tout dépendra du système d'unité et c'est justement ça que je vais voir. Alors, le problème fondamental, vous savez très bien qu'ici, bon, le travail c'est dans une partie, voilà, de la mécanique, de la physique, qu'on appelle la dynamique. Voilà, c'est une partie de la physique qu'on appelle la dynamique, puisqu'en fait, euh, il y a plusieurs branches dans la mécanique, ou dans la physique aussi, hein, parce que la physique peut étudier la mécanique. Euh, voilà, la dynamique est une branche de la mécanique, voire de la physique, et la cinématique est une branche de la mécanique, voire de la physique. Alors bon, il y a plusieurs branches bien sûr à la physique, mécanique des fluides, etc., etc. Tout comme la mécanique, elle se subdivise en plusieurs branches. Et voilà, la physique c'est pareil, ça se subdivise en plusieurs branches. Disons que si je prends ici deux branches, dynamique et cinématique, bon, ont leurs propres équations. Ils ont leurs propres équations. Euh, et comme je vous ai dit, le problème fondamental de la dynamique est de déterminer le mouvement, on va dire, d'un point matériel, hein, bien sûr, lorsqu'une force agit sur ce point matériel. Alors, si le mouvement est rectiligne, le problème est de déterminer la loi de l'espace parcouru en fonction du temps. Alors, la loi de l'espace parcouru en fonction du temps est donnée par une fonction. La loi parcours en fonction du temps, c'est x de t. Voilà. Donc, c'est de déterminer la loi de l'espace parcours en fonction du temps. Ça, c'est si le mouvement est rectiligne. Voilà, si le mouvement est rectiligne. Et bien sûr, pas que, parce qu'il faut déterminer aussi la loi de la vitesse. Donc, pour déterminer les lois mécaniques ou de la physique ou voilà ou de la euh, cinématico-dynamique, parce que ici, comme je l'ai dit, ici il y a de la cinématique, mais il y a aussi des forces en jeu, donc il y a de la dynamique. Donc c'est un mélange des deux ici. On a un mélange des deux. On a de la dynamique et la cinématique. Donc on a des forces en présence, et en présence de force, ben, on va déterminer voilà, la loi de la loi de l'espace et la loi de la vitesse. La loi de la vitesse. Alors, quelle est la méthode généralement utilisée? J'ai bien dit généralement utilisée, c'est de déterminer la force résultante qui est F, voilà, sur le corps, et de calculer son accélération qui est donnée par A est égal à F sur M. Voilà, c'est le principe premier de la dynamique, enfin c'est le principe un des principes de la dynamique qui dit que F égale MA, donc A égale F sur M. M étant un scalaire, la force un vecteur, et l'accélération est un vecteur. Alors, on a ici un problème qui va se poser. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une, soit la force elle est constante, ou soit la force elle est variable. Je m'excuse. Donc, on a déjà un problème qui va se poser ici. Donc, on a un environnement de force constant, et là, la force est variable. Oui, je vous rappelle que cinématique signifie des situations, parce qu'on a des positions. Hein. On a des positions, voilà, par exemple, de corps ou d'un corps.
ou d'un point matériel, peu importe. Mais en tout cas, on a des situations, on a des positions et on a du temps, du temps avec en jeu des références. Référence position, référence temps. Mais le problème donc ici, c'est de déterminer si la force F agit sur la masse M, petit m, est constante, l'accélération est constante. Et en choisissant l'axe OX selon la direction du mouvement, on a, si la force est constante, V est égal à V0 plus ou moins AT. Ça dépend si on a une accélération, une décélération, plus ou moins AT. Et la position X vaudra X0 plus V0T plus ou moins AT carré sur 2, suivant qu'il est en MRU A ou MRU D, accéléré ou décéléré. Alors le problème, si maintenant la force est variable, là ça devient plus difficile. Hein. Là on va le faire, bien sûr, le problème est plus difficile lorsque la force qui agit sur la masse M n'est pas constante mais variable. Donc c'est-à-dire dans ce cas-ci, l'accélération n'est pas constante et on obtient les lois de la vitesse et bien sûr de l'espace par intégration. Là à ce moment il faut faire voilà, des intégrations. Alors maintenant, attention au problème. Attention au problème. Parce que maintenant, quand je dis cinématico-dynamique, le problème, il n'est pas forcément évident. On peut avoir beaucoup d'inconnus. Donc à ce moment-là, pensez, si vous avez deux situations, hein, s'il y a deux situations, par exemple une position au point A, position au point B, et voilà, essayez de voir s'il n'y a pas moyen de faire, voilà, de traiter au travers, voilà, du théorème de l'énergie cinétique, avec les vitesses. Voir, voir si vous ne savez pas le faire avec les énergies, et la conservation de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie en un point A est égale à l'énergie en un point B. Donc vous avez deux points situationnels et vous pouvez peut-être résoudre le problème au travers des énergies. Pensez à ça parce que ça intervient souvent. Les énergies, c'est-à-dire c'est la conservation de l'énergie. L'énergie est constante, c'est-à-dire vous allez avoir 1,5 mv carré qui est l'énergie cinétique au point A, plus l'énergie potentielle au point A, mgha, plus... Alors s'il y a des frottements, vous mettez le travail de force de frottement qui sont négatifs, c'est un travail résistant, donc négatif. Alors un travail moteur c'est positif, voilà, tout dépend des angles. Hein. Voilà, si on est compris entre 0 et 90, alors 90 il n'y a pas de travail. Hein. Quand je dis 0 et 90, l'alpha est compris entre, voilà, comme ceci, 0 et 90. Là on a un travail moteur, sinon on a un travail résistant. Et maintenant si le travail, si l'angle vaut 90, il n'y a pas de travail qui est effectué. Alors, donc ici, on a un travail résistant, qui est à travers, s'il y a des forces de frottement, vous devez mettre ceci, plus 1,5 mv carré B, plus mghb, voilà, plus mghb, voilà. Alors, chose qu'on retrouve dans le théorème de Bernoulli, ça c'est pour les corps, on va dire, solides, parce que pour les fluides, on a un petit peu la même chose, mais simplement il faut remplacer. Voilà, on a les travails de force de pression, P1 plus ρ, ρ VA carré, plus ρ, ρ étant la masse volumique, hein, G, HA est égal à 1,5 ρ V carré B plus mghb. Donc vous avez compris qu'ici c'est l'énergie potentielle, énergie cinétique, énergie potentielle. Oui, attention qu'ici, pour les fluides on ne met pas la masse, je m'excuse. On met la masse volumique. Pour les fluides, pensez à bien mettre la masse volumique, c'est pas la masse. Hein. Donc ici c'est bien un ρ, là c'est un ρ, là c'est un ρ, et là c'est un ρ. Voilà. Et alors bien sûr il y a la pression au point 2, au point B. Et ça c'est la pression au point A.
Donc il y a l'énergie de pression, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Donc vous voyez, et ça c'est le théorème de Bernoulli. Donc ce n'est rien d'autre que le théorème de Bernoulli, c'est quelque chose voilà, qui dit que l'énergie est conservative. L'énergie est conservative. Et donc il suffit de trouver deux points, deux situations connues dont le tout c'est d'avoir une inconnue. Hein, une inconnue. Voilà. L'énergie est conservative. Conservative. Parce qu'on a une équation. Ben, il faut tout un ensemble de données. Par exemple, dans ce cas-ci, on connaît par exemple au point A, on connaît VA, HA, c'est travail de force de frottement. Voilà au point A. Et au point B, par exemple, on connaît VB. Et on recherche l'inconnu au point B, c'est HB. Voilà, donc l'inconnu est HB, donc on a une inconnue, on peut trouver voilà, HB. Si on avait l'inconnu VB, on peut trouver VB. Si l'inconnu VA, on peut trouver VA. Pour autant qu'on connaisse tout le restant. Il faut connaître les paramètres. Voilà, c'est une équation d'avoir qu'une seule inconnue, pas deux. Alors, ceci étant dit, on peut le faire au travers de ceci. Si le problème est ardu, dans ce cas-ci, dans un problème de cinématico-dynamique, s'il est ardu, vous voyez, essayer de le résoudre, par exemple, comme ceci. Alors, on peut aussi le travailler par le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, le théorème de l'énergie cinétique, qui est un cas particulier voilà, du théorème de l'énergie. On peut le trouver à partir du théorème de l'énergie ici, l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique. Bon, ceci étant dit, donc il y a deux cas de figure. Soit la force est, bon, si la force est le travail d'une force constante, c'est F fois D cosinus alpha. Alors maintenant, si ce sont des forces parallèles à l'axe, ben, le alpha valant 0, on a F fois D tout simplement. Alors c'est un produit scalaire ici. Hein. C'est un produit scalaire. Donc qui va donner F, la norme de F, fois la norme de D. Alors D, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement de la force, hein, du point d'application de la force. Le point d'application de la force va se déplacer, voilà, souvent en mouvement rectiligne, qui peut être, voilà, donc comme ceci. On a une force comme ceci. Voilà, il va faire un mouvement rectiligne. Il va aller du point A au point B. Ben, c'est la distance AB. Voilà, on a une distance ici. Donc c'est le déplacement du point d'application de la force. Voilà. Donc on a, et bien sûr, suivant un angle donné alpha, qui est l'angle entre F et son déplacement, suivant le mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne. Voilà, donc ce qui fait qu'on a ici F fois D cos alpha. Et si on a des forces parallèles à l'axe au X, voire au Y, voire au Z, ben, il n'y a plus de cosinus alpha, puisque alpha vaut 0 par rapport à l'axe. Donc c'est-à-dire, vous avez une force qui se déplace comme ceci, par exemple une force à l'encontre, ici c'est une force négative, hein. Moins, par exemple des forces de frottement, voilà, on manipule un objet pour le faire monter, voilà, on a des forces de frottement négatives par rapport à l'axe au Y, avec un vecteur de base qui est J. Voilà. Donc là, ce serait négatif. Et donc là, il est facile de calculer, donc c'est tout simplement, le travail c'est quoi? C'est F fois D. Force fois un déplacement. Le déplacement de point d'application de la force. C'est la force qui se déplace. C'est son point d'application qui se déplace, plutôt. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Maintenant, je verrai le travail effectué par une force variable. Là, il faut le faire par intégration. Hein. Donc, comme je l'ai dit, il faut calculer par intégration. C'est des intégrales. C'est une chose que je ferai. Je le ferai parce que je n'ai pas encore vu. J'ai fait une vidéo sur les forces constantes. Enfin, le travail des forces constantes, qui est assez simple. Assez simple, c'est F fois D. Voilà, j'avais expliqué les tenants et les aboutissants d'une force. Par contre, pour celui-ci, les intégrales, j'ai pas encore fait. Je vais faire le calcul intégral dans une vidéo qui suivra plus tard. Donc voilà, je verrai quand une force est variable, je ferai les intégrales. Alors, ceci étant dit, donc c'est pour ça qu'il faut considérer le problème. Le problème qu'on va vous poser en termes d'exercice,
il faut déjà d'abord voir si on a une force parallèle par rapport aux axes. Après avoir situé, bien sûr, après avoir mis votre axe de référence, si on a une force parallèle aux axes ou pas. Déjà, c'est fondamental à regarder. Deuxièmement, c'est de regarder si on a une force constante ou une force parallèle. Je m'excuse, une force constante ou une force variable. Donc, il faut voir si les forces sont parallèles aux axes. 1. 2. Voir si on a une force constante ou une force variable. Et à partir de là, déjà, vous pouvez partir sur un chemin. Un chemin, voilà, qui peut vous aider dans la résolution du problème. Alors maintenant, comme je vous ai dit, je me répète encore une fois, je le répète parce que c'est fort important, si vous trouvez que vous avez assez difficile en manipulant les équations cinématiques et dynamiques, et que vous remarquez aussi que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'inconnus, regardez si vous ne savez pas le faire par le théorème de l'énergie cinétique, voire de la conservation de l'énergie, qui est 1 demi mv carré A plus mgh moins les travails de force de frottement est égal à 1 demi mv carré B plus mghb. Donc regardez si vous ne savez pas faire ce problème-là par cette équation-là, parce que généralement on sait aborder le problème par le théorème des énergies. Et généralement, je dis ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le réflexe d'utiliser ça. Alors que ça aide énormément, notamment en mécanique des fluides, avec Bernoulli. D'ailleurs, une pression, on peut la trouver comme ceci. Hein. Regardez bien, une pression, on peut le trouver comme ça. Regardez, Bernoulli, à partir de Bernoulli, je vais trouver une pression. Alors on a PA plus 1 demi ρ V carré A plus MGHA, voilà, est égal à pression point B plus 1 demi ρ V carré B plus MGHB. Alors, regardez bien maintenant. Supposons que VA égale VB. Il y a la circulation du fluide. On n'a pas des vitesses. On n'a pas un point où la vitesse est ici nulle, par exemple, égale environ 0, avec une vitesse d'écoulement presque nulle. Et puis là, on arrive à une vitesse donnée strictement positive. Alors, là, vous aurez compris que la variation de vitesse, est différente de 0. Si vous faites VA, je m'excuse, au point B, la variation de vitesse est différente de 0. Si vous faites VB moins VA, vous aurez compris que c'est différent de 0. Bon, là vous allez avoir une composante ici, une composante là-bas. Bon, je parle pas de ça, moi. Moi, ce que je suis en train d'expliquer, que supposons qu'on a VA, VB ou VA à même écoulement. VA égale VB. Voilà. Si on a ce cas-là, ben, vous aurez compris que les deux termes vont s'annuler ici. Les deux termes vont s'annuler, c'est-à-dire que vous allez avoir ceci qui va se soustraire avec celui-ci. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir, voilà, ici, si je fais ceci, supposons qu'on a une différence de pression HA et HB. Là, à ce moment-là, on aura quoi? On aura PA moins PB est égal à quoi? MGHB. Donc ici, on a PA et pression point B. Voilà. Et donc la pression point A. Le différentiel de pression, qui est la différence de pression entre A et B, entre A, potentiel au point A, moins le potentiel au point B, PA moins PB, et pas l'inverse, hein, sinon ça va être négatif. Ça va être l'opposé, je m'excuse, ça va être l'opposé. C'est moins MGHA. C'est-à-dire que vous allez avoir MG, HB moins HA, HB moins HA et la différence de hauteur, que je vais appeler Z. Donc ici on a delta P, la variation de pression entre le point A et le point B, qui est la différence delta P. Voilà, attention que c'est entre A et B, je fais PA moins PB et pas PB moins PA. Voilà, donc c'est la masse fois la gravitation. Oui, attention qu'ici je me suis trompé parce que c'est pas des masses. Hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on a affaire à des fluides, ce sont
des masses volumiques. Donc attention à ça ici. Je veux tout... Parce qu'ici je suis dans les fluides, je suis pas dans les corps solides. Voilà. Alors celui-ci ici, on va mettre rho. De nouveau ici rho. Je me suis trompé partout. C'est parce que c'est des fluides. Voilà. Et alors là, la différence de hauteur, HB moins HA. Alors au point, là si je fais la différence de hauteur, alors je fais HB, c'est la pression au point A, rho GHA, rho GHB moins rho GHA moins PB, voilà. Donc ici on aura HA et HB moins HA, c'est la hauteur. C'est la hauteur, la hauteur manométrique. C'est la hauteur manométrique. Ouais, donc ça veut dire que si ρ est constant, G étant une constante de facto, eh bien si ρ est constant, delta P ne dépendra que de la hauteur manométrique qui est la différence de hauteur entre HB et HA. Voilà, et donc vous voyez qu'on a la loi delta P est égale à ρ GH par l'entremise de la loi de comment on appelle ça, de Bernoulli. Donc vous voyez que à partir de Bernoulli, à partir de l'équation de Bernoulli, donc des énergies, conservation d'énergie, l'énergie conservative, elle se conserve en tout point. Hein, en tout point. C'est pour ça que 2 points suffisent pour avoir les situations voilà, énergétiques. Vous avez 2 points. Bien sûr, il faut c'est une équation, donc il faut qu'une inconnue. Hein. Sinon, si vous connaissez si vous avez 2 inconnus, allez chercher des autres équations, parce qu'à ce moment-là, vous ne saurez pas résoudre l'équation. Le point de vue énergétique sera connu si on connaît bien sûr les paramètres au point A, au point B, mais du moment qu'on a une inconnue, voilà, on va dire ça comme ça. Énergie conservative. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la loi des pressions. Delta P est égal à ρ GH. Voilà, c'est la loi des pressions. Alors, ceci, comme je dis, c'est un cas particulier de l'équation de Bernoulli. Je viens de le démontrer. Voilà, c'est un cas particulier de Bernoulli. C'est un cas particulier Bernoulli. Je suis parti de Bernoulli, j'ai trouvé delta P égale ρ GH. Pour autant que les vitesses, bien sûr, soient les mêmes, c'est-à-dire au point A et au point B. Ça, c'est quand on a la vitesse qui n'a pas varié. Sinon, vous n'aurez pas ça. Là, à ce moment, on a une variation de vitesse. Et là, il faut tenir compte des variations de vitesse. Alors, maintenant, je vais en venir à mon but principal au but principal de la vidéo. Donc, je vous ai dit que les unités vont dépendre du système. Alors, si on est dans le système MKSA, unité de travail, bien sûr, vous aurez compris que c'est une force fois un déplacement. Le cosinus alpha, bon, ça reste un nombre. Donc, ça reste un nombre. C'est pas ça qui va jouer au niveau des unités. C'est des newtons fois des mètres. Voilà. Ça, c'est le travail. Des newtons fois des mètres. Alors, c'est valable pour les forces constantes ou les forces variables. Hein. En tout cas, c'est des newtons fois des mètres qu'on appelle des joules. Voilà. Voilà. Donc, on a attribué. Donc, vous retrouvez monsieur Newton, très grand savant de l'époque, et monsieur Joule, très grand savant de l'époque aussi. Hein. Donc vous voyez qu'on a attribué, là il y a 2 unités de 2 grandes personnalités d'époque, qui ont été des très grands savants, qui ont fourni pas mal de renseignements, de découvertes de l'époque, grâce à ces génies, on va dire. Alors, ça c'est le joule. Donc c'est 1 newton fois 1 mètre. Alors, en physique nucléaire, on n'utilise pas le joule, mais plutôt l'électron-volt. En physique nucléaire, on utilise l'électron-volt. Voilà, l'électron-volt. Alors, c'est EV, pour électron-volt.
Et ça représente, donc vous aurez compris que c'est une énergie, parce que je parle des énergies. Hein. Voilà, le joule, c'est une énergie. Représente l'énergie qui est acquise par un électron de charge, bien sûr, E, c'est l'électron-volt, hein, c'est l'électron-volt, électron-volt fort utilisé, je veux dire, c'était fort utilisé, l'électron-volt, voilà, on va dire ça comme ça. L'électron-volt qui représente une énergie, bien sûr, acquise par un électron, de charge E, accélérée dans le vide, sous une différence de potentiel de 1 volt. Et bien sûr, un électron-volt, c'est 1,602 fois 10 exposant moins 19 joules. Alors, bien sûr, l'électron, elle va acquérir une énergie, et la charge E, c'est 1,6 fois 10, 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Ça, c'est la charge. La plus petite charge électrique, c'est la charge de l'électron. Et ça, bah, on va le mettre sous une différence dP de 1 volt. Et donc, quand on a ça, ben, on a voilà, un électron-volt vaudra ceci fois ceci. C'est-à-dire 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois 1, ce qui fait 1,6 fois 10, 1,6 fois 0,2 fois 10 exposant moins 19 joules. Donc ça, c'est en physique nucléaire. Hein. Donc, je vous rappelle que tout dépend du système. Et chez moi, le système, c'est le système MKSA. Donc vous voyez qu'on utilise le joule, 1 newton fois 1 mètre, mais on peut utiliser en physique nucléaire l'électron-volt. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu des autres systèmes, hein, notamment le système CGS. Alors, les systèmes évoluent, hein, les systèmes d'unités, elles évoluent au cours du temps. Hein. Il y a eu des unités qu'on n'utilise plus maintenant, voilà, qui furent utilisées à certaines époques, et voilà, qui ont disparu. D'ailleurs, à ces quatre, je vous montrerai les unités d'époque. Les unités d'époque, par exemple, de 1800. Je me mettrai dans... Voilà, Alors, bien sûr, cet électron-volt là que je parlais, ben, c'était utilisé dans les tubes. Ouais, les tubes, là, on avait bien des électrons qui étaient accélérés avec voilà, des anodes et des cathodes. Voilà, l'anode cathode. Et on accélérait, je veux dire, l'électron, c'est comme ça que venaient voilà, ces unités d'électron-volt. Alors, comme je disais, on a le système CGS, centimètre, gramme, seconde. Et dans ce système-là, bah, l'unité, c'est l'erg. Voilà, c'est plus le joule, c'est l'erg. En CGS, c'est l'erg. Alors, attention qu'on est en centimètre, gramme, seconde. Ce qui veut dire qu'on n'a plus 1 newton fois 1 mètre qui donne 1 joule. On n'a plus ceci. Voilà, là, on va parler de DIN. On est dans la DIN. Voilà, c'est plus newton, c'est la DIN. Alors, bien sûr, on est en centimètres et non plus en mètres. C'est une DIN fois 1 centimètre, voilà, qui donne un erg. Un erg. Alors, la DIN, c'est 10-5 newtons. Et 1 centimètre, c'est 10-2 mètres. Ce qui veut dire que si vous les remettez en newton-mètre, c'est 10-7 newton-mètre, c'est-à-dire 10-7 joules. Voilà. Donc un erg, c'est 10-7 joules. Donc ça, c'est dans le système CGS. Passons à un autre système,
qui est le système MK'(S). M, mètre, K'(S). Ça, c'est le kilogramme force. Hein. Kilogramme force. Donc, dans le système MK'(S), l'unité de travail, c'est le kilogramme mètre. Kilogramme mètre. Donc, 1 kg mètre, c'est égal à 1 kg force, parce qu'on est en MK', et K' c'est le kilogramme force, fois la seconde, fois, je m'excuse, fois le mètre, parce qu'on est en mètre. 1 kg force fois le mètre. Alors, ce qui fait là 9,81 newton fois 1 mètre, ce qui fait 9,81 newton mètre, c'est-à-dire 9,81 joules. Et ça, c'est dans le système MK'(S). Maintenant, si je fais un tableau général, je vais indiquer le joule, l'erg, le kilogramme mètre. Voilà, et je peux mettre ça. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est mettre la dimension. Hein. La dimension. Voilà. Alors, la dimension, c'est des mètres. Longueur carrée. Alors, je peux le faire. Hein. Regardez bien. 1 joule, je vais le faire en MKSA. Voilà, 1 joule, c'est 1 newton fois 1 mètre. Je rappelle que newton F égale MA. Voilà, donc le F, c'est des kilos fois des mètres par seconde carré. Des kilos fois des mètres par seconde carré. On peut dire aussi des kilos fois des newtons par kilo. Des newtons par kilo. Pour l'accélération, parce que F sur M égale A. Donc l'accélération, ça peut être des newtons par kilo. Donc ici, newton, je vais dire que c'est des kilogrammes fois 2 mètres par seconde carré fois des mètres, c'est-à-dire des kilogrammes mètres carrés fois 1 sur des secondes carrées. C'est-à-dire vous aurez tout de suite une masse fois une longueur au carré sur t carré. Donc ici, ce sera une masse M fois une longueur au carré fois un temps moins 2. Voilà la dimension ml carré t-2. Revenons maintenant à ces unités qui sont là. Joule, erg, kilogramme mètre. Alors faisons un tableau à 2 dimensions où là je vais remettre là ici par rapport je vais essayer de subdiviser en 3 parties plus ou moins égales. Alors, 1 joule, ça fait combien de joules? 1 joule, ça fait 1 joule. 1 erg, c'est combien de joules? Donc je vais dans le système CGS.
c'est 10 moins 7 joules. Alors, 1 kg mètre, on a dit que dans le système MK'(S), c'est 9,81 joules. Alors, en ERC, bon, c'est facile. Ça, maintenant, on va jouer avec les inverses. Hein. C'est tout des inverses. Si 1 joule, si 1 ERC, ça fait 10 moins 7 joules. Mais 1 ERC, ça fait combien de joules? 10 exposant 7, c'est l'inverse. 10 exposant 7. Alors, 1 ERC, ça fait combien d'ERC? Mais 1. Alors, vous avez compris que 1 kg mètre, ça fait combien de kg mètre? Ça fait 1. Donc, vous allez avoir ici ce fameux 1, 1, 1. Alors, le kilogramme mètre, bon, bien sûr, c'est l'inverse. 1 sur 9, 81. Alors maintenant, ici, pour trouver combien, un ERC, c'est combien de kilogrammes mètre, mais vous multipliez celui-là par celui-là. C'est 10 moins 7 fois 1 sur 9, 81. Et le dernier, pour savoir combien fait la valeur ici, eh bien, vous faites la même chose. C'est 10, vous faites celui-là fois celui-là, c'est-à-dire 10 exposant 7 fois 9,81. Il s'agit juste de multiplication. Il suffit juste de multiplier. Et là, vous avez tout. Vous voyez, vous avez le passage à différents systèmes. Voilà, du système joule R kilogramme mètre à joule kilogramme, joule R kilogramme mètre. Alors, je vous rappelle autre chose. Ici, j'ai 3 systèmes ici. Hein. Il y a 3 systèmes. Alors, le premier des systèmes, bon, vous aurez compris qu'ici, c'est le joule, c'est MKSA. Le joule, c'est MKSA. Alors, je vais marquer au-dessus. Le joule, c'est MKSA. CGS, MKSA, mètre kilogramme seconde ampère. ERC, c'est centimètre gramme seconde. Et kilogramme mètre, c'est basé sur les kilogrammes force. Donc c'est M, c'est toujours des mètres, kilogramme force et seconde. Donc la différence entre les deux, là on a kilo et là kilogramme force. K, c'est kilogramme. Et K', c'est kilogramme force. Je vous remercie.